Le grand oral du bac a été instauré en 2021 avec la réforme du bac. C'est un exercice original inspiré des grands concours d'éloquence. On en parle avec nos invités. Éric Cobast, fondateur de l'Académie de l'éloquence et directeur académique de Terrascola. Bonjour. Bonjour. Merci de venir à notre émission. Nizar Sabil, vous êtes étudiant en première année de bachelor à l'ISC Paris et vous nous raconterez votre expérience d'oral du bac, de grand oral du bac que vous avez passé. Et Lara Gazal, journaliste au Figaro étudiant, Bonjour. qui va nous expliquer en quoi consiste le grand oral du bac. Oui, alors le grand oral du bac, c'est une épreuve qui a été mise en place en 2021 par Cyril Delay, un prof d'art oratoire à Sciences Po, suite à la réforme du bac. Donc elle a lieu à la fin de l'année de terminale et concerne les élèves en voie générale et technologique. Donc l'objectif, c'est d'évaluer la capacité des élèves à s'exprimer et à défendre un sujet devant un jury. Donc le jour de l'oral, l'élève remet au jury l'énoncé de 2 questions et le jury en choisit une. Dans la voie générale, les questions, elles portent sur les enseignements de spécialité suivis en terminale. Et dans la voie technologique, elles concernent, je cite, le ministère de l'Éducation nationale, l'enseignement de spécialité dans lequel une étude approfondie ou un projet a été mené. Donc l'épreuve dure 20 minutes et elle est composée de 2 parties. Une présentation de 10 minutes du sujet choisi par l'élève et 10 minutes d'échange avec le jury. Et pour les candidats de la voie générale, le coefficient du grand oral est de 10. Et pour les candidats de la voie technologique, il est de 14. Alors, le grand problème des élèves, c'est comment choisir son sujet de grand oral et comment s'y préparer. Alors, le sujet, comment ça se passe? Alors, le choix du sujet est essentiel pour réussir l'épreuve. Il doit être en lien avec les spécialités de l'élève, mais il doit aussi permettre une réflexion approfondie. Alors, ça peut être soit 2 questions sur chacun de vos enseignements de spécialité, soit 2 questions qui mêlent les 2 spécialités, soit une question sur un enseignement de spécialité et une question transversale. Et pendant l'oral, il faut être capable de défendre son choix et d'argumenter de manière convaincante. Alors, pour vous donner des exemples de questions, en maths, on peut par exemple citer « Pourquoi les sondeurs se trompent-ils tout le temps ?» En SVT, « Pourquoi n'arrive-t-on pas à prévoir l'évolution d'une épidémie ?» Et en SES, « L'écologie et l'économie sont-elles compatibles ?» Alors, quelles sont les attentes du jury? Alors, il y a 2 examinateurs, il faut le savoir, un qui enseigne la spécialité de la question choisie par le jury et un autre qui enseigne n'importe quelle discipline. Donc, qui a le rôle du candide, finalement. Voilà, c'est ça. Donc, selon le site du ministère de l'Éducation, le jury va faire attention à la solidité de vos connaissances, à votre capacité à argumenter et à relier les savoirs, à votre esprit critique, votre expression, la clarté de votre propos, votre engagement dans votre parole, votre force de conviction. Donc le but, c'est surtout de pousser les candidats à approfondir leurs pensées et savoir s'exprimer. Éric Cobast, le grand oral est beaucoup inspiré des concours d'éloquence que vous avez longtemps organisés. Pourquoi c'est devenu finalement aussi important ? Alors, oui, alors, il y a les concours d'éloquence, et puis il y a effectivement l'expression grand oral, ça vient des concours administratifs. C'est l'ENA, c'est l'ENM, donc c'est l'épreuve qui vient coiffer la procédure d'admission. C'est en général un très fort coefficient, et donc c'est un moment effectivement où le candidat est face à plusieurs examinateurs dans un échange qui est parfois un peu stressant. Donc il y a cette dramatisation. Un grand oral, sinon on aurait dit l'oral. C'est vrai qu'on connaissait d'ailleurs c'est un professeur de Sciences Po finalement oui, qui a créé le grand oral, professeur d'art oratoire, et c'est vrai qu'on connaissait le grand oral, le grand O. On dit le grand O, voilà, c'est ça, le grand O qui est un espèce de moment mythique dont tous ceux qui sont passés par l'ENA ont vécu le traumatisme. Donc c'est un moment. Donc ça remonte à loin finalement. Alors ça remonte, ça remonte à la création de l'ENA, donc après la libération. Et ensuite, effectivement, je crois qu'il y a eu la volonté du ministre Blanquer d'ouvrir le bac vers d'autres horizons, un peu plus inspirés des anglo-saxons, par exemple, où l'oral joue un rôle très important dans les procédures de recrutement, d'admission dans les universités. Voilà. Puis il y a des explications plus anciennes aussi, puisque traditionnellement, c'est pas tellement sur l'oral, c'est pas tellement sur l'écrit qu'on recrutait en France, c'était sur l'oral. Et puis l'oral est passé effectivement à la trappe pour des raisons, on va dire, de rivalité entre l'Église et l'État, puisque c'était l'oral, c'est la spécialité des jésuites, et donc on a voulu trouver une alternative, et donc on a mis en avant l'écrit. Mais à l'origine, c'était l'oral. Oui, parce qu'au début du bac, j'ai regardé un peu l'historique du bac, le bac, c'était exclusivement des oraux, en fait. C'est ça. Il y avait des boules blanches, des boules noires, et puis selon la boule noire, on était boulé, black boulé.
Exactement. On échouait au bac. Et pour se détacher des jésuites, qui étaient devenus les spécialistes de la préparation à l'oral, en fait, pour donner de l'autonomie, voilà, dans cette vieille rivalité du 19e siècle, eh bien, effectivement, la République a choisi donc de privilégier l'écrit. Et là, maintenant, on revient sur l'oral pour d'autres raisons, et qui sont d'ailleurs très intéressantes. Enfin, je trouve que c'est une expérience tout à fait innovante, en fait. Nizar, alors vous avez passé le grand oral. Exactement. Comment ça s'est passé ? Lorsque je suis arrivé, j'étais un poil stressé, mais parce que c'est le bac, du coup, c'est à peu près logique. Non, mais avant le jour J. Avant le jour J comment ça s'est passé ? Par exemple, quel sujet vous aviez choisi ? Moi, j'ai choisi pour la SES, j'ai choisi... Sciences économiques et sociales pour les néophytes. Oui, c'est ça. J'ai choisi le sujet l'inflation après la crise du Covid. Vu que moi, personnellement, le Covid, il m'a assez marqué. Vu que j'aimais énormément sortir avec des amis, là, j'ai pas pu sortir. Je me suis dit, il y a forcément quelque chose à trouver, il y avait forcément un lien. Du coup, j'ai assez apprécié le sujet. Je suis allé voir ma prof d'SES, qui elle... D'économie, quoi. Ma prof d'économie, oui. Qui, elle, a énormément apprécié le sujet. Du coup, j'ai travaillé autour de ça. Du coup, au bout d'environ 2 mois, j'ai commencé vraiment à m'acharner sur ce sujet. J'ai fait des recherches à droite à gauche. Vu qu'il y avait ChatGPT, je m'en suis un peu servi parce que faut pas uniquement faire qu'avec ChatGPT, mais il faut bien s'en servir de la bonne manière. Faut pas, oui, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui tapent juste leur sujet, qui ChatGPT sort quelque chose et ils se basent sur ça. Pour moi, c'est la pire des manières. Faut travailler de son côté, faire ce qu'on a à faire et ChatGPT peut l'améliorer, voir d'autres voies d'amélioration. Vous n'aviez pas peur que ChatGPT finalement vous dise des âneries ? Vu que je faisais mes recherches, dès qu'il me mettait quelque chose, non, à chaque fois, ça lui arrivait de faire des bêtises, entre guillemets. Du coup, je rectifiais. Mais dans l'organisation de la chose, il m'a sorti quelque chose d'assez cohérent. Du coup... Est-ce que c'est ChatGPT qui vous a donné le nom du sujet ? Pas du tout. Et vous aviez d'autres sujets parce que normalement, lorsqu'on arrive au grand oral, on doit donner 2 sujets. Ah oui, mais c'était... Lorsque moi je suis arrivé au grand oral, on m'a direct, avant que je rentre, on m'a dit tu passeras en SES. Du coup, moi, mon sujet en maths... C'est le professeur, c'est le jury qui choisit. Hein. Oui, c'est le jury qui choisit en amont, mais moi, avant même de rentrer dans la salle, il y avait un prof qui était venu me voir, le jour du grand oral, bien sûr, et qui m'a dit tu passeras sur de l'SES, alors que normalement, il fallait tendre les 2 sujets. D'accord. Du coup, moi, dans mon cas, c'était ça, mais je pense que dans leur cas, ils vont arriver, ils vont tendre leur sujet, soit des 2 matières. Voilà, les 2 matières, puis c'est le jury qui choisit. Exactement. Est-ce que vous êtes préparé avec, je sais pas, avec des camarades, avec l'enseignant ? Oui. Comment le prof vous a un petit peu dirigé ? Moi, dans mon lycée, il y avait des oraux blancs. En gros, on pouvait s'inscrire et pas... Vous étiez en quel lycée ? Flora Tristan, je ne suis pas sûr que vous connaîtrez, c'est à Noisy-le-Grand. À Noisy-le-Grand. Du coup, moi, ils mettaient en place des oraux blancs. En gros, on pouvait s'inscrire. Oui. Moi, je me suis inscrit assez vite. Du coup, j'ai pu passer 2 oraux avec mon prof d'SES et un prof de maths. Ils m'ont dit quoi rectifier, les points forts et les points faibles. Du coup, j'ai pu rectifier. Lors du grand oral, je suis arrivé assez serein. Du coup, ça s'est assez bien passé. Et vous avez eu combien ? J'ai eu 17. 17, donc ça s'est bien passé. Et ça s'est bien passé. Aussi, je pense que le fait d'avoir une tenue, entre guillemets, professionnelle, ça a aussi impacté la chose. Parce que j'en ai vu qui sont venus... J'en ai vu un qui est venu en jogging, je ne comprenais pas du tout. Du coup, venir assez serein, venir avec une tenue adéquate. Venir bien habillé, c'est très important. Entre guillemets, on incarne la réussite avec ses habits. Si, en costume, c'est un peu exagéré, mais une chemise et un jean, c'est pour moi le minimum. Eric, est-ce que ça vous inspire l'expérience de Nazir ? Nizar, pardon. Comment ? Nizar, pardon, excusez-moi. Nadir, non. Oui, non, je trouve que c'est très bien d'être confronté très tôt justement à ce regard d'un jury sur une prise de parole. Et effectivement, ce que vous disiez sur la façon de se présenter, c'est fondamental parce que c'est ça qui explique d'ailleurs l'appréhension qu'on peut avoir avant de passer à un grand oral, c'est que on a peur de parler. Pourquoi ? Parce que parler, c'est d'abord être vu. Hein. C'est toujours le paradoxe. Faut savoir qu'il y a à peu près 70% des gens qui souffrent de glossophobie. Alors, à un degré plus ou moins, c'est un mot... C'est un mot barbare. Ça veut dire la peur de parler en public. Et donc, alors, à des degrés différents. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont juste simplement trop timides ou qui sont un peu mal à l'aise. Puis il y en a d'autres qui ne sortent pas un son. Donc c'est quand même 70%, 75%. Tout à l'heure, j'ai même regardé Wikipédia pour ne pas dire de grosses bêtises, parce que moi, je n'ai pas déjà pété, mais j'ai Wikipédia. À l'ancienne, en fait. À l'ancienne, ouais. Non, et Wikipédia citait 75%. C'est quand même énorme. Hein. Et donc, pourquoi est-ce que les gens sont paniqués ? Tout simplement, alors que parler, c'est naturel. Hein. A priori, on ne devrait pas
Voilà, c'est parole et parole. Alors, c'est Dalida. Non, c'est qu'en fait, on est vu. On arrive devant des gens et les gens, ils vont d'abord vous regarder. Avant de vous écouter, ils vont vous regarder. Et ça, c'est extrêmement violent. Vous savez, l'enfer, c'est les autres. Le regard des autres me juge. Et il n'y a qu'à voir comment, à notre époque, on est tellement soucieux de notre look. Déjà, lorsqu'on passe à la télé, souvent, les gens vous font des remarques sur votre tenue. Ils disent, ah oui, tu avais une belle chemise. Je suis sûre que vos parents vont vous dire ça, vous étiez bien habillé. Et c'est vrai qu'avant de vous entendre, on vous voit. Exactement. Et si, effectivement, on est jugé, parce qu'on vous voit et on est jugé aussi. On est au sens fort du terme. Donc ça, c'est très, très difficile à supporter. Donc c'est vrai que c'est important de réfléchir à la façon, quelle image on va renvoyer de soi-même. Alors, je ne suis pas sûr que pour l'oral du bac, il faille être en effet en costume. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit... Enfin, si vous voulez, il y a une chose qui me semble très importante, y compris pour les oraux des concours, c'est de porter des vêtements qu'on a déjà portés. C'est de porter des vêtements dans lesquels on est bien. Parce que on voit trop souvent, alors moi je parle que des concours, puisque c'est là où j'ai été jury, c'est là où j'ai organisé des choses, c'est que on sent bien que c'est le petit costume qui a été acheté il y a 2 jours. Donc, ou que moi j'ai eu des candidates qui découvraient les talons pour la première fois, je pense, le jour où elles arrivaient à l'oral. Et ça se voit. Et alors c'est pas grave, ça peut être attendrissant, sauf que si vous portez un vêtement que vous n'avez pas l'habitude de porter, ça s'appelle un déguisement. Et moi, quelqu'un qui vient déguisé, pour moi, il va jouer un rôle. Et donc, dans un oral, c'est pas terrible. Lara, vous allez nous parler d'une méthode originale pour surmonter le stress du grand oral, répété avec des comédiens. Ça peut aider? En effet, alors la méthode, elle provient des élèves du lycée Saint-Charles situé à Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor. En 2023, ils se sont préparés en compagnie de comédiens professionnels. Alors l'objectif, c'est d'apprendre à gérer leur posture, leur voix et leur stress, puisqu'ils apprennent par exemple la gestion du souffle. Et en jouant des scènes et en simulant des situations de présentation, ils apprennent à prendre confiance en eux, à respirer correctement et à s'exprimer de manière plus fluide, plus naturelle. Ces répétitions, elles permettent d'adopter une posture détendue lors du grand oral tout en restant concentré. Alors qu'est-ce qui fait la différence dans cette méthode? Cette approche, elle permet de se mettre en situation réelle. En répétant devant des comédiens, les élèves ils apprennent non seulement à savoir ce qu'ils vont dire, mais aussi à gérer l'aspect scénique de l'épreuve. Ils pratiquent la gestuelle, les intonations et le rythme. Donc ça permet de ne pas simplement réciter leur discours, mais d'avoir une vraie présence et une posture pendant l'oral, puisque les élèves travaillent sur leur éloquence et sur l'articulation des mots pendant ces ateliers. Dans la vidéo, on voit bien, il y a un petit côté ludique aussi, non? Oui, alors ça rend justement la préparation plus interactive et moins théorique. Au lieu de se concentrer uniquement sur les révisions, l'épreuve devient un jeu et un moment d'expression personnelle. Donc c'est moins académique et ça permet aux élèves de s'approprier l'oral de manière positive sans se laisser envahir par la pression. Et est-ce qu'elle est adaptée à tous les élèves, cette méthode? Alors bien sûr, chaque élève est différent, mais l'idée de se préparer dans un environnement moins formel, avec des professionnels du spectacle et pas avec des professeurs, ça donne aux lycéens un sentiment de liberté. Ils peuvent s'impliquer davantage dans leur préparation et ça peut aussi être une occasion de montrer leur créativité. Alors, Nizar, je ne sais pas si vous aviez des méthodes spécifiques que vous avez appliquées pour vous préparer. Moi, perso, ma méthode, elle était assez simple. Je me suis, entre guillemets, auto-convaincu que j'ai bossé pendant 2 mois. Je connais mon sujet. Je suis arrivé, entre guillemets, avec confiance. En fait, il faut se dire que j'ai bossé. Si on a réellement travaillé, j'ai vraiment travaillé sur le sujet. Je ne vois pas pourquoi ça se passerait mal. Moi, c'est comme ça que je vois, entre guillemets, la chose, mais ça peut dépendre des personnes. Si on n'a pas forcément très confiance en soi, je ne suis pas sûr que ça puisse marcher. Mais moi, c'est comme ça que j'ai fait personnellement. Donc de s'entraîner, tout simplement. C'est ça, de s'entraîner. Et lorsqu'on va s'entraîner, on va prendre confiance en soi parce qu'on s'est énormément entraîné. Et on sait qu'on sait... Pardon ? Nizar, j'avais une question. Oui. Comment est-ce que vous... Là, ils s'entraînent avec des comédiens. Oui. Est-ce que vous vous êtes entraîné, vous, avec des camarades, avec des profs J'ai bassiné énormément de temps mes parents. Avec votre famille? Exactement. Je pense que ma mère elle connaissait mon sujet le jour du grand oral, tellement je lui ai fait. Chaque fois que j'avais un moment, j'allais la voir, je lui demandais est-ce que je peux te faire mon sujet. Vu qu'elle est assez bonne en éloquence, elle revoyait mes petits tics de langage, parce que j'avais énormément de tics de langage. Du coup, elle me disait oui, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Et du coup, ça m'a permis de régler ce genre de problème et arriver, lors du grand oral, pas faire ce genre d'erreur. Est-ce que ça vous a aidé? Alors, je vois que vous êtes venu dans l'émission de télé sans aucune appréhension. Est-ce que ça vous aide aujourd'hui? Parce que c'était un peu le but du grand oral, c'est-à-dire aider les jeunes à se sentir mieux à l'oral pour les concours des écoles. Vous êtes en école de commerce, Oui. Et même dans la vie de tous les jours. Est-ce que c'est un plus aujourd'hui? Personnellement, moi, je vois énormément ça comme un plus, parce que j'avais tendance à beaucoup faire de l'impro, arriver sans avoir rien préparé.
Le grand oral m'a permis de structurer, entre guillemets, mes idées. Par exemple, le grand oral, j'ai pas appris quelque chose par cœur, j'avais juste quelques idées. Et ça m'a permis de les structurer et d'arriver au grand oral et mixer l'impro et la structure de la chose. Donc, par exemple, ça vous sert lorsque vous avez passé le concours, les Oui. oraux pour entrer à l'ISC, où vous êtes, une école de commerce parisienne. Oui. Est-ce que ça vous a aidé finalement? Oui, ça m'a aidé avec, comme je vous ai dit, enlever mes tics de langage. Ça m'a aidé en gros à améliorer mes compétences oratoires. Donc, l'objectif est atteint. Éric Cobast, ce grand oral, c'est plutôt une... Alors, il y a quelque chose d'assez drôle, c'est que souvent on dit que l'oral, c'est plus facile que l'écrit. Il y a toujours la tendance de dire « Ah oui, bah alors, c'est à l'oral, évidemment, il a eu une meilleure note parce que c'est plus simple ». Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est plus facile, forcément, l'oral? Pas du tout. Et c'est pareil, c'est aussi sélectif que l'écrit. Enfin, quand on pense qu'en mettant de l'oral dans un concours ou dans un examen, on va le rendre plus accessible, c'est faux. Parce qu'effectivement, comme on vient de le dire, c'est quelque chose qui se prépare. J'aurais juste donc formuler une observation, parce que depuis le début, on parle tout le temps de le grand oral, l'oral. En réalité, c'est pas tout à fait comme ça que je crois que ça se passe. Et c'est pour ça que le grand oral du bac, c'est intéressant. Il n'y a pas un oral. Il y a 3 types d'épreuves orales. Il y a 3 façons, il y a 3 situations dans lesquelles ils sont placés. Il y a d'abord le discours, l'exposé, ils doivent exposer. Ensuite, répondre à des questions portant sur l'exposé. Et ensuite, parler d'eux-mêmes et de leur projet. Donc, c'est 3 postures. Ah, troisième, on ne parle plus, je crois, du projet. Hein. Non, ça a été supprimé. C'est juste, j'ai mis ces oui. présentations et questions en rapport avec le sujet. Voilà, exactement. D'accord, mais on ne parle plus de soi-même. Non. C'est compliqué, ça. Ouais. Non, très c'est juste difficile. répondre aux questions, ce qui n'est pas simple. Déjà, c'est une autre situation. C'est-à-dire qu'effectivement, d'abord, c'est comprendre la question, c'est ensuite rebondir sur la question, c'est parfois ne pas connaître la réponse. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas? Enfin, il y a plein de choses comme ça qui font qu'on est à la fois dans le discours et dans le dialogue. Et c'est pas tout à fait les mêmes techniques. C'est pas tout à fait le même jeu, finalement. Donc, répondre à des questions, c'est pas la partie la plus facile finalement. Oui, surtout si les questions sont embarrassantes. Et puis, par exemple, c'est très simple. Il y a 3 types de questions. Soit les questions qui se posent pas, alors c'est pas la peine de les poser. Les questions qui se posent, on connaît pas la réponse. Les questions qui se posent et on connaît la réponse. Donc, en fonction des 3 choses, on doit moduler. Mais voilà, je crois que c'est une très bonne introduction. Alors donc, avec la précision que vous m'indiquez, il manque donc maintenant le fait de parler de soi, parce que dans les concours de commerce, par exemple, ou bien à Sciences Po, il y a un oral à Sciences Po qui est très important. Il y a la 3e partie, elle est consacrée au projet personnel, aux ambitions personnelles, à la connaissance que le candidat a de l'environnement où il espère venir l'année suivante. Donc c'est trois choses très différentes. Et puis parler de soi, on n'a pas l'habitude de le faire au lycée. Donc, oui, là, pour le bac, c'était un petit peu comme si c'était plus jeune. Oui, ça je suis d'accord. Puis c'est pas pour rentrer dans une école. Exactement. Donc finalement, ça a été supprimé. Oui, parce que je pense que ça devait tourner un petit peu en rond. Oui. Et puis on ne peut pas demander à quelqu'un qui vient d'avoir le bac ou qui va avoir le bac, terminale. et qui est en terminale, quel est son projet professionnel. C'est une blague. Enfin, je veux dire, c'est assez compliqué. Et vous, vous préparez souvent des jeunes aux oraux, de tout type au sein de Terrascola. Tous les concours. Tous les concours. Depuis de nombreuses années, vous avez écrit de nombreux livres sur ça. Quels sont les conseils que vous donnez? S'il y avait peut-être 3 conseils importants qui reviennent et qui vous semblent essentiels pour les jeunes qui passent qui passent ce type d'oral. Alors pour les jeunes et pour leurs parents aussi. Pour leurs parents qui nous regardent et les grands-parents. Pour tout le monde. Mais parce qu'en fait, parce qu'on voit avec vous que le rôle des parents est très important, parce que là c'est votre mère qui vous a entraîné, mais c'est vrai que c'est très important. Mais l'éloquence, elle n'est pas simplement à l'école, elle est aussi dans la rue, elle est aussi avec ses copains. Voilà. Enfin, donc c'est vraiment quelque chose de vraiment très général. De toute façon, il y a 3 points fondamentaux. Si on veut réussir une communication, c'est pas à vous que je vais le dire, qui est une professionnelle de la communication. Donc il y a quand même 3 choses. Non, mais il y a 3 choses que vous allez décoder avec votre vécu. Je vous connais, donc vous allez voir que ça vous parle bien. Il y a d'abord effectivement la connexion. Une communication réussie, c'est une communication où il y a d'abord une connexion. Et connecter, c'est regarder les gens qui en parlent, c'est avec tout ce qui n'est pas verbal, signifier son intention. Donc la connexion. Et tant s'il n'y a pas de connexion, il n'y aura pas d'oral réussi, parce que de toute façon, le récepteur ne va rien recevoir. Ne pas regarder ses chaussures, ne pas regarder en l'air. Mais surtout regarder les gens. Alors pas les regarder de façon comme ça. Un psychopathe. Voilà. Mais bon, puis il n'y a pas que le regard aussi. Il y a aussi effectivement l'intention, le corps, tout ce qui fait partie du non-verbal. Ça, c'est la première chose, connexion. Deuxième chose, alignement. L'alignement, c'est très important, parce que ça, c'est là où ça pêche souvent. L'alignement, ça veut dire qu'il faut que ce que dit le corps correspond à ce que dit la bouche. Et très souvent, si je vous dis « Ah, vraiment, je suis extrêmement content, vraiment, d'être venu à votre émission, Sophie.
Je suis super content. Là, il y a un petit problème d'alignement quand même, Oui. entre ce que dit mon corps et ce que dit ma bouche. Et c'est très, très, très déstabilisant. Vous voyez, parfois, quand un petit fait des bêtises, on le gronde, mais en même temps, on rit. Et là, il est perdu. Parce que ses parents rient, donc ils ont l'air d'être contents, mais en même temps, ils grondent, ils sont pas contents. Donc, il ne sait plus. Pas d'alignement. Et puis, la troisième chose, qui est très importante, c'est la signature. C'est-à-dire qu'il faut que vous débrouiller dans la façon dont vous allez vous exprimer, dans ce que vous allez dire, pour que finalement ce soit unique, ce soit singulier. Il faut que celui qui vous a entendu se dise ben, c'est elle, c'est Sophie. Et voilà. Et on sait que bon, l'éducation, c'est Sophie de Tarlet, hein, parce que vous avez votre style, parce que vous avez votre signature. Et dans les trois, il y a l'alignement, la signature et la connexion. Vous faites ça tous les jours. Donc, c'est apporter aussi, par exemple, des anecdotes, des choses importantes, des choses qui vont... Parce qu'il faut pas se mentir, le jury, il voit passer plein de gens, et parfois, il en a assez, en fait. Oui, ça dépend de l'heure aussi. Voilà, ça dépend de l'heure, si on passe le lundi matin ou le lundi soir. Est-ce que vous avez eu 17, le jour du grand oral, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez pu faire mieux? Comment, finalement, aujourd'hui, vous l'avez passé l'an dernier, hein, c'est ça, vous dites, bah, zut, si j'avais fait autrement, j'aurais peut-être eu 20. Lors de ma présentation, j'ai oublié un morceau. Pas genre, en gros, une partie entre guillemets principale de mon oral. Je sais pas pourquoi je l'ai pas dite. Et je pense que si j'avais dit cette partie, là, j'aurais eu 20. Je me suis plus rattrapé sur les questions parce que les questions, c'est une assez grande partie, selon moi, c'est une assez grande partie du grand oral parce que ils explorent des voies qu'on n'a pas du tout explorées pendant notre oral. Du coup, je pense, c'est cette partie. Si j'avais fait cette C'est-à-dire, vous avez oublié une partie? J'ai oublié, pour moi, une assez grande partie. Avec ça, j'aurais eu 20, je suis quasi certain. Donc, peut-être en vous préparant un peu mieux? C'est ça. Et puis, peut-être en... Je sais pas, franchement, je sais pas du tout. Je pourrais pas vous dire pourquoi je l'ai oublié ce jour-là. Et les questions, vous avez su y répondre facilement ou pas? Oui, souvent, sur toutes les questions, j'ai répondu parce que c'est des questions que j'avais vues en rapport avec soit mon cours du lycée, soit vu que j'avais préparé mon oral. Mais il y a aussi parfois des questions de réflexion. Ils te donnent selon ton avis et tu dois répondre à la question selon ton avis. Ah oui, en donnant son avis quand même. Mais ça, peut-être que c'est juste en rapport avec mon jury, peut-être que ça n'arrivera pas forcément. Mais moi, on m'avait demandé, selon vous, quel serait le meilleur moyen de régler l'inflation? Ah oui, carrément. Ouais. On vous demande d'être Premier ministre. Non, exactement. Ministre des Finances. J'ai essayé de bricoler. Et vous avez répondu quoi? Vu qu'en cours, on avait vu en rapport avec l'inflation que si la Banque centrale augmentait les taux d'intérêt, il y avait moins de... Pardon, si elle augmentait les taux d'intérêt, les banques aussi allaient augmenter les taux d'intérêt. Du coup, il y allait avoir moins de personnes qui allaient consommer. Du coup, on allait ralentir l'économie. Et j'ai essayé de bricoler quelque chose avec ça parce que je ne savais vraiment pas comment faire. Il y a un petit côté improvisation quand même pour le grand oral. Mais il me prenait au dépourvu à ce niveau-là. Éric Cobast, est-ce qu'il y a des boulettes à éviter absolument, si vous aviez des conseils à donner aux jeunes et aux moins jeunes, et à la famille qui nous écoute, parce qu'on voit bien que c'est souvent une préparation un peu familiale? Je pense qu'il y a une chose qui est, quel que soit le type d'oral, parce que je vous dis, c'est vraiment, nous, là, avec le grand oral, on entre dans un autre monde, hein, qui est effectivement l'évaluation à partir d'une prise de parole. Je crois qu'il faut surtout pas donner l'impression de réciter. Ouais. C'est surtout ça, c'est ça, je dirais, le piège. Voilà. Il faut rester naturel. Oui, alors on peut apprendre son texte, mais à ce moment-là, il faut être un bon comédien. Il ne faut pas donner l'impression qu'on joue et pas qu'on récite. Parce que quand on récite, forcément, le rythme s'accélère. Et donc, on va utiliser très peu de temps. On ne va pas utiliser tout le temps dont on a besoin pour pouvoir développer. Il faut apprendre par cœur et ensuite réciter comme un comédien. On n'a pas l'impression qu'il récite, un bon comédien. Voilà, c'est ça. Mais il faut être un bon comédien. Mais ça, tout le monde n'est pas un bon comédien quand même. Donc, il y a beaucoup de candidats qui apprennent par cœur, qui déroulent leur pitch quand on leur demande de se présenter, par exemple. Et voilà. Et on a vraiment l'impression que c'est une récitation. Alors, ça, c'est pas très intéressant, si vous voulez. C'est pas du tout... Bon, voilà, je peux comprendre qu'on a peur et que... On est un peu obligé. Nizar, vous aviez appris par cœur, vous, de votre côté? Pas du tout. Non, il a dit qu'il avait improvisé, justement, il avait une bonne méthode. Il a appris son plan par cœur, j'imagine, et après, effectivement, il a improvisé sur ce qu'il savait. Et ça donne ce côté naturel. Alors, ça veut dire qu'il faut admettre de faire quelques fautes de français, ça peut arriver. Encore une fois, la langue orale n'est pas aussi stricte que la langue écrite, hein, donc voilà, heureusement d'ailleurs. Hein, donc, non, je crois qu'il faut vraiment jouer la carte du naturel. Et puis aussi, alors, dernier point, parce que c'est un point sur lequel...
moi, je fais beaucoup travailler mes étudiants et puis les gens avec qui me demandent de les accompagner dans leur prise de parole, c'est ce qu'on appelle maintenant l'assertivité, la communication assertive. C'est quelque chose de très difficile à notre époque, et là, les choses se jouent. L'assertivité, c'est le fait d'être capable d'affirmer son point de vue sans pour autant agresser l'autre. C'est-à-dire que, et ça c'est très important dans le dialogue, c'est-à-dire que je pense vraiment ce que je pense, donc je vais vous défendre ce que je pense, vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vais vous répondre, mais en respectant ce que vous dites, en entendant ce que vous dites. Sans être agressif. C'est ça, c'est-à-dire que c'est entre l'agressivité et la passivité. Et le fait de s'affirmer, et ça c'est très compliqué, parce que le spectacle qu'on a autour de nous, de l'Assemblée nationale... C'est pour donner des leçons voilà. à nos députés Oui, certains débats télévisés aussi. Mais non, l'assertivité c'est ça, c'est la force tranquille, c'est moi je sais ce que je pense, je te l'expose, je ne suis pas d'accord avec toi, mais je t'écoute, et c'est pas pour ça que je vais t'insulter ou te mépriser. Donc ça, merci Eric, merci beaucoup. Merci Nizar d'être venu à notre émission. Merci Lara Gazal, journaliste au Figaro étudiant. Merci à Cécile Brelot à la programmation. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle émission du Figaro TV Paris d'école. À très bientôt.